les nouveaux détails qui viennent compléter notre compréhension de l'agression perpétrée contre le Venezuela hier nuit par Donald Trump, l'impérialiste à la tête des États-Unis. Le président américain Donald Trump, qui, comme vous le savez, est un excellent mythomane, a essayé de donner une version de l'opération de kidnapping perpétrée par l'armée américaine au Venezuela, une version qui serait digne des films de Hollywood. Il a essayé d'en donner une version presque romantique. On en était presque dans l'envie de vivre ce que Donald Trump a personnellement appelé un film, qu'il a regardé avec beaucoup de délectation, exactement comme s'il était au cinéma, au lancement des Oscars de Californie. Cette présentation de l'opération militaire impérialiste menée par les États-Unis contre la République bolivarienne du Venezuela est entièrement fausse au regard des nouvelles données qui nous sont parvenues. Premièrement, le président Trump a prétendu que cette opération s'est déroulée sans mort. Mais en fait, il fallait bien entendre que les morts dont il parlait sont essentiellement les morts américains, puisque Donald Trump considère la vie des Vénézuéliens comme de moindre importance. Au regard des informations, on apprend que plus de 40 personnes ont été tuées par l'armée américaine dans le cadre de cette opération criminelle, cette opération de barbarie colonialiste et impérialiste. Parmi ces personnes, on trouve des soldats de la garde du président Nicolás Maduro, des soldats donc de l'armée du Venezuela. Parmi ces personnes, on trouve des officiels du gouvernement du président Nicolás Maduro qui ont été tués par les hommes armés de Donald Trump. Et parmi ces personnes, on trouve des civils. Ce qui remet en cause le plus gros mensonge que Donald Trump ait voulu servir au monde entier, à savoir qu'il avait mené au Venezuela une opération propre, sans bavure, sans effusion de sang, sans une goutte de sang versée. Le sang vénézuélien a abondamment coulé. D'où on doit établir que l'armée américaine a commis des crimes de guerre. Non seulement c'est une agression illégale qui n'est pas conforme au droit international, mais c'est une agression armée qui s'est accompagnée d'assassinats de personnes dans leur propre pays. C'est donc en réalité un acte de barbarie coloniale, un acte de barbarie impériale. C'est un crime de guerre pour lequel il faudra tôt ou tard juger le président américain Donald Trump et son gouvernement. Ça, c'est la première information. L'Amérique vient de perpétrer un énième crime de guerre au Venezuela. Et vous qui écoutez cette conférence devez pouvoir le dire sans trembler. Parce que ce n'est pas parce que vous ne le diriez pas que Donald Trump ne continuerait pas dans sa folie meurtrière. J'ai déjà donné des tas de conférences ici pour expliquer aux Africaines et aux Africains et à nos amis dans le monde entier que la peur n'a jamais sauvé personne. Il est même possible que ceux qui ont été tués aient eu peur avant de mourir, mais ils ont quand même été tués. Donc c'est pas parce que vous auriez peur que vous ne pourriez pas vous retrouver à tout moment pris dans cette violence impérialiste, colonialiste, barbare, raciste et meurtrière, dont plusieurs dirigeants américains se sont faits coupables à travers notre histoire. Deuxième élément nouveau qui vient modifier le récit tronqué que le président Donald Trump nous a présenté. Il a prétendu que désormais, le Venezuela, décapité de son chef de l'État, le président Nicolás Maduro, le Venezuela devient une province, le 52e État des États-Unis, ou le 53e État des États-Unis, et que tant qu'il n'y a pas un gouvernement compatible avec les intérêts américains à la tête du Venezuela, les États-Unis d'Amérique, à la tête desquels Donald Trump préside
désormais au Venezuela. Cette deuxième information qui a été donnée par Donald Trump est fausse. Parce que s'il a réussi à enlever, à kidnapper le président Maduro et son épouse, Donald Trump n'a pas encore réussi à renverser le régime de la révolution bolivarienne, né sous le camarade Hugo Chavez et inspiré des grandes idées du grand libertador de l'Amérique latine du 19e siècle, Simón Bolívar. La République bolivarienne du Venezuela est encore debout. La preuve, en l'absence du chef de l'État kidnappé par l'armée impérialiste américaine, c'est la vice-présidente, conformément à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui assume désormais l'intérim, et elle assume l'intérim en affirmant exactement les mêmes thèses que le président Nicolás Maduro, qu'elle présente comme étant le seul et unique président du Venezuela, exigeant sa libération immédiate, lui et sa femme, et affirmant qu'il est hors de question que les Vénézuéliens acceptent de retourner sous l'esclavage américain, comme cela a été le cas entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, soit pendant 80 ans, durant lesquels les richesses du Venezuela étaient pillées essentiellement par les multinationales américaines, abandonnant la population vénézuélienne à la misère absolue. Donc, vous pouvez noter, sans risque de vous tromper, que Donald Trump ment quand il dit qu'il gouverne désormais le Venezuela. Ce n'est pas vrai. Pour gouverner le Venezuela, il va falloir que Trump envoie ses hommes au sol et que ces hommes affrontent l'armée populaire bolivarienne et qu'ils soient capables de la vaincre, ce qui n'a pas encore été le cas. Ils ont fait une opération d'éclat, ils ont ciblé la localisation du président Nicolás Maduro, ont réussi à l'enlever, mais ils n'ont pas défait l'armée populaire bolivarienne, ils ne l'ont même pas affrontée. On ne peut pas administrer un pays en restant dans les hélicoptères, dans les bateaux et en s'enfuyant comme des voleurs. À la manière des voleurs, ce n'est pas ainsi que l'Amérique va gouverner le Venezuela. Ça, c'est la deuxième information de taille. Le régime du Venezuela n'est pas tombé. Le président du Venezuela a été kidnappé, mais le régime n'est pas tombé. Troisième information importante, à mon avis. Elle est en rapport avec les conditions dans lesquelles le président Nicolás Maduro a été enlevé. Il est clair que l'enlèvement du président Nicolás Maduro n'est pas davantage une prouesse des forces spéciales américaines que le fait d'une trahison dans la garde spéciale du président vénézuélien. La méthode utilisée ici par la puissance impérialiste a manifestement été de corrompre les unités spéciales chargées de la garde du président vénézuélien. Car la relative facilité avec laquelle il a été arrêté n'est possible que parce que les unités chargées de sa protection de proximité ont fait défection, ont facilité sa localisation, son isolement et son exfiltration. J'entends même plusieurs spécialistes maintenant, dont des Américains, qui sont d'ailleurs des officiers spécialisés dans les opérations militaires, qui expliquent que il a fallu qu'une unité de l'armée vénézuélienne arrête Maduro, le livre aux hommes de Trump, pour qu'il soit pris comme il a été pris. Donc, il y a eu des hommes donc de la 25e colonne. Il y a eu des traîtres de la 25e heure à l'intérieur de l'armée bolivarienne du Venezuela qui ont perpétré en réalité ce coup et qui nécessairement sont soit tapis dans l'ombre aujourd'hui, soit se sont d'ailleurs enfuis avec leurs patrons américains. Ça, c'est la troisième information de taille. La facilité relative avec laquelle les forces armées américaines se sont emparées de Maduro, vivant avec son épouse, est due au fait que l'unité spéciale chargée de la protection de Maduro n'a pas fait son travail.
On fait l'hypothèse qu'elle a été achetée, qu'elle a été corrompue, qu'elle a été noyautée, ce qui a facilité la capture du chef de l'État. Et là, c'est une véritable leçon supplémentaire pour l'ensemble des pays qui sont en lutte pour leur souveraineté, à savoir un renforcement substantiel de l'appareil d'État et notamment de la sécurité du leadership révolutionnaire. Ça, c'est la troisième information qu'on a. Il y a une quatrième information qui est extrêmement importante ici. On a entendu dans tous les réseaux sociaux les propagandistes du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental utiliser un argument très subtil mais très dangereux, ayant pour but de diviser le monde multipolaire en construction. Cet argument a consisté à dire que si Maduro a été pris comme il a été pris, c'est la faute à la Russie, à la Chine, à l'Iran, c'est la faute à l'ensemble des pays des BRICS qui ne l'ont pas protégé. Cet argument-là est faux. L'information véritable, la voici. Le type d'accord de défense et de sécurité qui liait la République bolivarienne avec la Fédération de Russie, avec eh bien, la République populaire de Chine ou avec l'Iran, ce type d'accord-là ne permettait pas à la Fédération de Russie d'être en première ligne au Venezuela. Et pourquoi le Venezuela n'a-t-il pas signé ces accords qui auraient permis une configuration comparable à celle, mettons, de Cuba en 1962? La raison est la suivante. La plupart des pays du monde entier qui sont l'objet de la convoitise des États-Unis et qui veulent signer des accords de défense et de coopération de proximité, des accords de défense mutuelle avec d'autres grandes puissances, se voient immédiatement menacés par la grande puissance américaine et ses alliés britanniques et françaises, européennes en général, leur disant « Si vous signez cet accord, nous considérons que c'est une déclaration de guerre contre nous. » Ce qui fait que, en Amérique latine, il y a beaucoup de pays qui hésitent à signer des accords de défense mutuelle, des traités de solidarité militaire directe avec la Russie et avec la Chine, parce qu'ils se sont fait dire par l'impérialisme yankee que si jamais ils signent, la guerre commence le même jour. Donc, les accords de coopération et de défense qui existaient entre le Venezuela et les pays du monde multipolaire, c'était des accords prudents. Puisque le Venezuela, littéralement, était obligé de ménager autant ses intérêts vitaux que la susceptibilité du géant américain à sa porte nord. Ce qui permet d'ajouter une cinquième information. Imaginons même que la Fédération de Russie a été capable d'intervenir. Mais dites-moi, quand vous êtes une puissance étrangère dans un pays ami, est-ce que votre rôle est de remplacer l'armée nationale, les forces armées nationales dans les missions essentielles de combat? Si vous êtes la Fédération de Russie, ou la République populaire de Chine, ou la République islamique d'Iran, et que vous devez aider le Venezuela, et qu'au moment de vouloir aider le Venezuela, vous apprenez que les forces spéciales du président, celles qui sont chargées de sa protection rapprochée, sont celles qui l'ont livré. Est-ce que vous menez une opération dans ces conditions? Comment quelqu'un qui est trahi par une partie de sa propre armée, comment une telle personne, vous pouvez facilement la défendre, alors même que le monde multipolaire est construit sur le principe de la souveraineté de chaque État? Le monde multipolaire, contrairement au monde unipolaire occidental, c'est un monde dans lequel les États s'entraident pour que chacun soit souverain. La Russie n'est pas là pour faire la guerre à la place des pays qui sont ses alliés. La Chine non plus. Ça, c'est le schéma occidental. C'est le schéma américain. C'est le schéma européen. C'est le schéma néocolonialiste. Ce qu'on observe, c'est que la Russie, la Chine, l'Iran, essaient d'aider les armées qui leur sont amies, les pays qui leur sont amis, à développer leurs propres outils de défense et à être capables de se défendre eux-mêmes.
Ces puissances-là, la Russie, la Chine, l'Iran, vous le voyez très bien, elles sont confrontées elles-mêmes à des défis géopolitiques et géostratégiques immenses. Elles ont la guerre sur les flancs. Vous ne pensez pas que dans ces conditions, elles puissent prendre littéralement la tête des armées de tous les pays qui leur sont alliés pour les protéger des prédateurs. Ce que peuvent faire les puissances du monde multipolaire, et cela est conforme à la philosophie de la multipolarité, c'est aider à l'autonomie, aider à développer la puissance de chacun. C'est dans cet esprit que ça coopère dans les BRICS, c'est dans cet esprit que ça coopère dans le monde multipolaire. Donc voilà une cinquième information qui bat en brèche la doctrine que les propagandistes du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental ont voulu nous servir depuis 48 heures. Ceci consiste en l'argument suivant. Vous voyez, on vous a bien dit qu'il ne faut pas faire confiance à la Russie, à la Chine. Il ne faut pas faire confiance à l'Iran. Vous avez dit, vous avez vu ce qui est arrivé à Bachar el-Assad, hein? Vous avez vu ce qui est arrivé à Nicolas Maduro, vous avez vu, hein? Voilà, c'est ce qui va arriver à tous vos chefs. Hein? Vous voyez, vous faites confiance à des gens en qui on ne doit pas faire confiance. Mais c'est un argument stupide. Pourquoi? Parce que la Russie et la Chine, au moins, ont à l'actif de leur histoire d'avoir aidé les pays du Sud à combattre les puissances colonialistes, à combattre les puissances impérialistes, à construire des mouvements de libération. Eux, ils l'ont fait. Alors que les puissances occidentales ont essentiellement toujours été du côté de l'agression contre le Sud global. Ce sont ces puissances qui ont perpétré la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme. Ce sont ces puissances qui ont fait cela et ce sont elles qui continuent aujourd'hui d'agresser le monde, de lancer des bombes atomiques. Ce sont ces puissances qui ont saccagé l'Irak, saccagé la Serbie, saccagé la Libye, saccagé le Vietnam. Vous voyez, ce sont ces puissances qui ont saccagé l'Afghanistan, saccagé la Somalie. Ce sont ces puissances qui saccagent le Sahel, saccagent le Golfe de Guinée, saccagent la République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes puissances qui, aujourd'hui, mènent la guerre sur les flancs de la Chine, les mêmes. Vous ne pouvez pas comparer la stratégie de coopération sécuritaire de la Russie, de la Chine, avec les pays du Sud, avec la stratégie de coopération sécuritaire des puissances occidentales qui sont essentiellement orientées vers l'hégémonie, la domination, la captation, la destruction des hommes et des terres du Grand Sud. Donc, j'ai vu un argument qui se promène sur les réseaux sociaux et qui est d'une stupidité absolument abyssale. Oh, voilà, c'est une bonne leçon pour vous. Essayons de voir comment l'Occident a traité ses alliés. Regardons qui ont été les grands alliés de l'Occident dans la géopolitique de ces 2 derniers siècles, pour ne prendre que cela. Je prends en Europe. L'Occident a eu pour allié, en Europe, à un moment donné, l'Angleterre a été l'allié de l'Occident. L'Angleterre a été l'allié de l'Occident, n'est-ce pas? Mais quelle a été la décision la plus souveraine que l'Angleterre ait prise de la fin du XXe siècle au début du XXIe? C'est le Brexit, c'est-à-dire la rupture de la solidarité avec l'Europe. Oui ou non? L'Irak a servi de cheval de Troie pour combattre l'Iran pendant près de 10 ans, pour le compte de l'Occident. Comment le leader irakien, qui a servi de cheval de Troie pour combattre l'Occident, a été remercié? Il a été pendu par les Américains à Bagdad. Saddam Hussein. Vous vous souvenez? L'organisation terroriste Al-Qaïda a été créée par la CIA dans les années 70-80 avec Mohamed Azam, Oussama Ben Laden à sa tête. Qui a achevé cette bande de collaborateurs coupables, entre autres, de l'attaque du 11 septembre 2001? Qui a achevé Ben Laden? Ce sont ses patrons de la même CIA américaine qui l'avait recruté dans les années 80. On continue. Muammar el-Kadhafi a voulu faire ami-ami avec l'Occident en comptant sur la médiation d'un certain Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. Il lui a donné plus de 50 millions de dollars pour soutenir sa carrière politique.
Sarkozy l'a accueilli et Kadhafi a dressé sa tente sous nos yeux ici à Paris. Mais en échange, qu'est-ce que Kadhafi a obtenu pour cette ouverture à l'Occident? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a été massacré par l'OTAN. Et Hillary Clinton, perdant toute allure maternelle, s'est réjouie en disant « nous l'avons eu ». Ils ont eu celui-là même qui comptait sur eux pour revenir dans des relations diplomatiques normales avec eux et qui avait confié ses billes au grand assassin Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, aujourd'hui reconnu comme grand malfrat de la République française. Trouvez-moi des gens qui ont servi fidèlement l'Occident et qui ont été remerciés positivement par lui. Prenons les grands dictateurs africains du XXe siècle et même du XXIe. Prenons le dictateur congolais zaïrois Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. N'a-t-il pas été repoussé, rejeté par l'Europe au soir de sa vie? N'a-t-il pas été abandonné au Maroc, où sa dépouille d'ailleurs a été enterrée par les maîtres occidentaux qu'il avait utilisés pour tuer Lumumba? Oui! Est-ce que vous vous souvenez que Mobutu, et ce sont des documents déclassifiés de la CIA qui nous l'ont appris, a perçu 250 000 $ pour tuer le héros national Patrice Emery Lumumba? Il a tué Lumumba, il a livré le Congo à la voracité des multinationales occidentales et au final l'Occident l'a rejeté et lui a organisé une peau de banane du tonnerre en armant Kagame et à travers donc Kagame Kabila, en armant Museveni qui sont entrés en République démocratique du Congo pour en organiser le pillage au profit des États-Unis, de l'Angleterre et des multinationales occidentales en général jusqu'à ce jour. Vous voulez des exemples? Comment ont été remerciés les amis de l'impérialisme occidental? On prend Omar Bongo. Omar Bongo qui, au soir de sa vie, lui qui croyait posséder un titre foncier de citoyen d'honneur de la République française, fut rabroué, condamné à aller mourir dans une obscure clinique d'Espagne. Omar Bongo qui disait que la France en besoindra toujours du Togo, du Gabon, comme le Gabon en besoindra toujours de la France, comme le disait avant Gnassingbé Yadema. Souvenez-vous comment ces gens-là ont été traités à la fin de leur jour par, eh bien, leurs maîtres occidentaux. Donc, l'ingratitude, disait Emmanuel Macron, est une maladie non transmissible à l'homme. Bon, Macron a raison s'il entend par le non-homme le barbare, le colon, le sauvage, le négrier, le raciste, l'impérialiste. Parce qu'ils ont quelque chose d'inhumain. Ceux qui pratiquent la barbarie, le racisme, l'impérialisme, ceux qui pratiquent le colonialisme. En effet, l'ingratitude ne peut se transmettre qu'entre eux. Parce que ceux qui ne sont ni racistes, ni colonialistes, ni impérialistes, ceux qui ne sont pas des barbares, ceux qui n'attaquent pas le pays des gens pour voler l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, le lithium, ceux-là, ils connaissent ce qu'on appelle la gratitude, l'hospitalité, l'accueil, la reconnaissance, valeur de civilisation africaine immémoriale. Donc, dans cette première partie de mon intervention, je voudrais déjà que chacun comprenne qu'on ne peut pas se défausser de notre incapacité à nous rassembler et à nous organiser pour défendre nos intérêts sur une quelconque puissance dans le monde. Nous, Africains, par exemple, si nous sommes encore à la merci de la prédation occidentale, c'est parce que nous ne sommes pas assez rassemblés et unis nous-mêmes autour de la défense de nos intérêts. C'est parce qu'une bonne partie des dirigeants qui nous ont été imposés et que nous peinons à dégager sont au service d'intérêts étrangers, que nous n'avons pas réussi à construire dans la plupart de nos pays des systèmes de sécurité intégrés, puissants, vigilants, capables de protéger notre leadership et notre population. Il faut que nous arrêtions de chercher des boucs émissaires à notre impuissance et que nous travaillions à construire notre puissance. Voilà la vérité de cette affaire. Donc, en résumé, l'opération américaine menée au Venezuela est une opération criminelle
elle ne répond et ne correspond à aucune norme, ni du droit national vénézuélien, ni du droit national américain, ni du droit international, même du droit international comparé. Aucune norme de droit ne permet à un juge, de New York, de juger le président de la République du Venezuela. Aucune norme de droit ne le permet. Pour qu'une telle norme de droit soit possible, il faut que la justice vénézuélienne décide de déférer à des accords internationaux d'extradition, ce qui n'a jamais été le cas. Aucune loi américaine ne permet de faire des tribunaux américains, des tribunaux dans lesquels on juge les dirigeants étrangers qui ne relèvent pas de la souveraineté des États-Unis. Aucune. Enfin, l'intervention, l'agression, l'acte de barbarie, le crime de guerre supplémentaire accompli par les États-Unis de Trump viole la charte des Nations Unies. Rendez-vous compte que Donald Trump n'a même pas informé le Sénat américain. Il n'a même pas informé le Parlement des États-Unis qu'il entrait en guerre contre le Venezuela. Ce qui est une violation de la loi américaine elle-même, comme l'a souligné le maire de New York, Zoran Mamdani, que je salue. Il n'a même pas respecté la loi américaine pour attaquer le Venezuela. Il n'est pas passé par le Parlement pour mener une guerre contre un pays étranger. Donc la loi internationale, la loi vénézuélienne, la loi américaine ont été piétinées par Donald Trump. Et quelle que soit l'explication qu'on va vous donner de son opération, n'oubliez jamais cela. Tout ce qu'il a fait est illégal, est illégitime. Ce qu'il a fait est absolument abominable et inacceptable. Donc voilà sur le plan des informations. Alors, on explique que la domination aérienne qu'on a observée sur la capitale Caracas était due au fait que les moyens de défense aérienne du Venezuela ont été brouillés par les moyens électroniques américains. C'est une explication fallacieuse. Ce n'est pas vrai que pour viser un hélicoptère, il faut forcément avoir un ordinateur. Ce n'est pas vrai. Moi qui ne suis pas militaire, eh bien, je peux avoir observé, que ce soit dans les films, que ce soit dans les reportages, que pour combattre une invasion, on n'a pas toujours besoin, de la regarder d'abord à la télévision. Il y a eu une défaillance de l'appareil militaire vénézuélien. Et cela ne dépendait pas simplement des puissances, la puissance électronique, la capacité de brouillage américaine. C'est faux. Il y a eu une trahison interne. Et c'est un vrai problème que le régime bolivarien va avoir à résoudre. Parce que ces traîtres sont encore là. Donald Trump a d'ailleurs promis de refrapper le Venezuela si les dirigeants vénézuéliens qui assurent donc l'intérim de Maduro ne font pas ces 4 volontés, c'est-à-dire ne donnent pas tout le pétrole du Venezuela aux États-Unis. L'avantage avec Donald Trump, c'est qu'il est cru. Il est vraiment grossier. C'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser la langue de bois. Il a très clairement dit pourquoi il attaque le Venezuela. Il l'a dit de manière explicite dans plusieurs interviews. Nous attaquons le Venezuela pour reprendre le pétrole du Venezuela. Il était à nous avant l'arrivée d'Hugo Chavez. Le pétrole du Venezuela était à nous. C'était notre pétrole. Donc en fait, Donald Trump d'ailleurs, il l'a rappelé dans le document d'orientation de la défense américaine publié en décembre 2025. Donald Trump campe sur la position de la célèbre doctrine Monroe, mise en place à la fin du 19e siècle, considérant que tout ce qui est américain appartient d'une manière ou d'une autre d'abord aux États-Unis. Et qu'il appartient essentiellement aux États-Unis de décider ce que d'autres puissances peuvent avoir dans le continent d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. La doctrine Monroe, avec la fameuse devise « l'Amérique aux Américains ». Quand Monroe disait « America to Americans », il ne parlait pas de « United States to États-Unians », to North Americans. Non, ce n'est pas de ça qu'il parlait.
Quand il disait America to Americans, le America de sa formule désigne les deux Amériques, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, y compris bien sûr l'Amérique centrale. Et to Americans, le deuxième Americans, il concerne l'élite oligarchique impérialiste qui gouverne les États-Unis et alterne à la tête des États-Unis sous le nom tantôt de parti républicain ou de parti démocrate. Il faut bien comprendre alors la doctrine Monroe, élaborée au XIXe siècle. Elle proclame, au mépris des principes généraux du droit international des nations, des États souverains, que tous les pays d'Amérique du Nord et du Sud appartiennent aux États-Unis d'Amérique. Et c'est sur la base de cette doctrine funeste, impérialiste, arrogante, cupide, cette doctrine diabolique, dite Monroe, que Donald Trump a clairement dit que ce n'est pas pour la démocratie qu'il vient au Venezuela. Ce n'est pas pour organiser des soi-disant élections transparentes. Donald Trump ne ment pas comme la plupart des dirigeants européens. C'est ça son avantage sur ce point. Il dit clairement qu'il est venu mettre la main sur le pétrole, sur les réserves en terres rares. Il est venu mettre la main sur ce que les Américains, entendez par là les oligarques, considèrent comme étant la propriété des États-Unis. Il va plus loin en disant que les États-Unis verront avec qui ils pourront partager cette richesse. Et que les États-Unis accepteront volontiers de partager un peu avec la Chine, s'il le faut, un peu avec la Russie, mais les États-Unis en décideront. On lui pose la question à un moment donné, mais vous avez saisi plus de 1,9 million de barils de pétrole qui n'appartiennent pas aux États-Unis. Est-ce que vous allez les rendre d'une manière ou d'une autre aux populations du pays où ces barils de pétrole ont été extraits? Réponse de Trump, non, on ne va pas leur rendre ça. C'est hors de question, on a pris. On va utiliser ça pour abonder nos réserves de pétrole ou on va l'utiliser nous-mêmes. Il le dit calmement. C'est-à-dire qu'en fait, le président Donald Trump, il faut dire les choses comme elles sont, est un voleur décomplexé. C'est quelqu'un qui te vole et il te vole ta montre et il te demande de lui dire merci quand il te donne l'heure. C'est comme ça qu'un certain Doumbia Major décrivait Alassane Dramane Ouattara quand ce Doumbia Major avait encore tout son cerveau. Il disait, Alassane Dramane Ouattara, c'est un grand truand. C'est quelqu'un qui te vole ta montre. Ensuite, il regarde l'heure sur son poignet avec ta montre. Il te dit l'heure et il te demande de lui dire merci. Mais c'est exactement ça l'esprit de l'impérialisme. C'est l'esprit de Trump. Il vole le pétrole des gens. Il arrache le pétrole des gens. Et il devient généreux avec ça. Comme si c'était sa chose. Dans ma langue, le Bassa Bantou, il y a un proverbe qui dit Ngandikeng bakap bakeng. Quand la fête fait rage et qu'il y a la nourriture partout, tout le monde devient généreux. Ngand ikengi bakap bakengi. Vous connaissez le comportement des gens. Quand ils arrivent dans une fête, je ne sais pas, un mariage, un baptême, un anniversaire, une célébration où il y a la nourriture partout. Mais ça ne dérange personne de ramasser n'importe quel gigot de mouton et de le tendre à droite, puisque lui-même, à gauche, il a au moins 10 gigots. Donald Trump est dans ce comportement-là. Une fois qu'il est en situation de piller un pays étranger, il joue au généreux. Mais pas avec ses biens à lui. Pas avec les biens de l'Amérique. Il joue au généreux avec les richesses, des pays étrangers qui ont été agressés sauvagement, qui sont pillés et qui sont ainsi appauvris. Donc voilà la première partie de mon intervention sur cette affaire. Je tenais à ce que vraiment nous nous efforcions tous de coller à la vérité parce qu'il y a beaucoup de propagande et de mensonges qui circulent.